se reproduire ou produire de l'humain. Une femme au 7e mois de grossesse arrive à l'hôpital avec un œdème de l'hémiphase. 3 heures plus tard, elle tombe dans un coma profond. Elle a une méningite gravissime. 3 semaines plus tard, son cerveau est totalement détruit. Mais l'enfant qu'elle porte, qui est désormais au 8e mois, va bien. Le mari et les parents de la femme viennent voir l'équipe médicale de réanimation et lui demandent de débrancher sans sortir l'enfant, car, disent-ils, ils veulent solidariser le sort de l'enfant à celui de sa mère. Puis ils reviennent une semaine plus tard accompagnés d'un avocat pour exiger qu'on débranche et qu'on arrête la réanimation sans sortir l'enfant. L'équipe se trouve confrontée à cette demande-là, à cette question-là. Voilà, mesdames et messieurs, une belle question bioéthique. Et nous sommes tous confrontés à des situations où la médecine a fait de tels progrès que les corps humains méritent à eux seuls qu'on ait une morale, c'est-à-dire une manière de vivre ensemble. Et c'est autour de cette morale que tournent les questions bioéthiques. Alors quand je dis morale et bioéthique, il y a quand même une vraie différence entre les deux. La morale a les réponses. Elles viennent soit de la transcendance, soit du pouvoir politique, soit du chef. On n'est plus habitué à ce qu'on nous dicte les réponses. L'éthique n'a que les questions. Et c'est pour ça que la citation de Kant de Roland Ries est importante. Une des situations importantes de la bioéthique, c'est que parfois on va poser des questions sans en avoir les réponses. Alors on a choisi cette année de tourner autour des éléments du début de vie, et j'ai choisi d'aborder 2 des questions sur les 22 qui vont être traitées. L'une tourne autour du dépistage prénatal, et je vais faire une réflexion bioéthique devant vous sur le dépistage prénatal pour vous emmener dans mon questionnement, dans mes angoisses, pour que je ne sois pas tout seul dans mes angoisses. Et puis ensuite, je vais faire une petite circulation sur les techniques d'aide médicale à la procréation. Et là aussi, je ne m'attarderai pas au côté jardin. Côté jardin, vous le savez, les roses sont roses. Les médecins aident de plus en plus la souffrance et ils ont perdu leur naïveté. Ils ont goûté les urines pour savoir si les gens étaient diabétiques. Aujourd'hui, on a des moyens extrêmement importants. Et j'estime de notre devoir, Jean-Louis Mandel est d'accord avec moi sur cette question, de notre devoir à nous les scientifiques, de venir éclairer le public sur les possibles. Et c'est au public de décider ce qu'on fait des découvertes médicales et ce qu'on laisse dans les armoires. Ceci se traduit par la loi que les parlementaires votent. Je trouve que c'est vraiment bien qu'on continue de revoir la loi bioéthique. À un moment, certains avaient proposé de ne plus la revoir. Eh bien, si on va la revoir encore tous les 7 ans, et donc à Strasbourg, nous sommes les premiers à avoir de véritables états généraux de la bioéthique. La seule chose que nous ne faisons pas encore, c'est de mesurer l'opinion, mais on va peut-être y arriver. Alors, je disais, dépistage prénatal. La France est le pays au monde qui est doté du plus grand arsenal de diagnostic prénatal et de médecine fétale. Or, cette discipline est un peu particulière. Elle ressemble à un DAHU. Vous savez, les DAHU qui ont les 2 pattes de droite plus longues que les 2 pattes de gauche, si bien qu'ils ne peuvent tourner autour de la montagne que d'une seule manière. Eh bien, la médecine fétale a les pattes diagnostiques extrêmement longues et les pattes thérapeutiques extrêmement courtes. C'est-à-dire que nous avons 6 000 diagnostics sur le fœtus possible, et en regard de ça, nous avons entre 5 et 10 thérapeutiques disponibles in utero. Cette asymétrie a créé quelque chose qui a été passé sous silence, c'est que dans l'intervalle, la découverte de maladies graves que nous ne savons pas soigner aboutit à l'interruption médicale de grossesse demandée par les parents. Et donc, la médecine fétale est la seule médecine, la seule discipline médicale qui se trouve autorisée à tuer
Dans l'arsenal thérapeutique, d'ailleurs, autrefois, rappelez-vous, ça s'appelait l'interruption thérapeutique de grossesse. Dans l'arsenal thérapeutique de la médecine fœtale, il y a l'administration de la mort. On a le droit, en France, 5 minutes avant la naissance d'un enfant, d'effectuer un fœticide in utero avant que l'enfant ne naisse. Le même geste fait 5 minutes après la naissance s'appelle un infanticide et conduit son auteur en prison. Donc, je ne suis pas en train de critiquer cette situation, simplement de vous dire qu'il y a des choses extrêmement lourdes. Alors, on peut poser la question de comment on a passé dans notre pays de la période du diagnostic à la période du dépistage. Je veux dire, c'est quoi la différence? Dans le diagnostic, on est devant un couple, il y a un médecin, le couple dit voilà, nous on a tel âge, il y a tel antécédent dans notre famille, on aimerait qu'on cherche telle maladie parce qu'on voudrait être rassuré, et on fait, j'allais dire, un costume sur mesure. C'est-à-dire, on dit, ben, on va chercher ça, et la décision, elle est dédiée au couple. Dans le dépistage, la cible, ce n'est plus le couple, c'est toute la population. C'est-à-dire que là, le but devient un peu différent. Ce n'est pas la santé d'un couple qui se discute avec un médecin, c'est le contenu génétique de la population. Alors je vais vous montrer que ce passage du diagnostic au dépistage ne va pas sans critique et sans interrogation, en tout cas de ma part. Et prendre l'exemple du dépistage de la trisomie 21. La trisomie 21 est une maladie grave, incurable, et l'espérance de vie de la trisomie 21 est passée en 40 ans d'une trentaine d'années à 75 ans. Aujourd'hui, grâce aux antibiotiques et à la chirurgie cardiaque, un trisomique 21 qui naît dans notre pays a une espérance de vie quasiment identique à celle qu'il aurait s'il n'était pas trisomique. Mais il y a eu un problème majeur qui s'est déroulé dans notre pays, c'est que entre les années 75 et aujourd'hui, la moyenne d'âge de la première grossesse en 75 était de 25 ans. La moyenne d'âge de la première grossesse dans notre pays vient de passer au-delà de 30 ans. En 75, il naissait en France 300 trisomiques 21 vivants. Aujourd'hui, il en est 300. Ah, qu'est-ce que vous faites? À quoi ça sert le dépistage? On interrompt 1600 grossesses de trisomie 21 par an. Il y en a 1600 de plus qu'il y a 35 ans. Simplement à cause du décalage d'âge de la première grossesse, sur lequel je ne suis pas en train de critiquer cela. Les femmes de France veulent travailler, elles ne font des enfants que quand la norme sociétale le leur permet, c'est-à-dire lorsqu'elles ont le premier CDI, etc. Je ne suis pas du tout en train de critiquer. Mais si vous calculez le coût d'une dépendance individuelle pendant 75 ans, il y a aujourd'hui 50 000 trisomiques 21 dans notre pays. Si on y rajoutait 1600 trisomiques 21 chaque année, le budget de la nation ne suffirait pas. Celui qui a décidé de passer du diagnostic au dépistage en 1998 était un ministre qu'on ne peut pas accuser d'être un eugéniste, c'était Hervé Guémard. Et Hervé Guémard avait 2 couteaux enfoncés dans l'eau pour faire cela. D'abord, les multinationales qui fabriquent les tests, qui lui ont dit « Monsieur, nous employons plusieurs milliers de personnes en France et nous souhaitons que la sécurité sociale rembourse ces tests, qui d'ailleurs ne sont pas remboursés aux États-Unis et dans aucun autre pays. La population française est solvable. Les industriels qui fabriquent des tests le savent. » Et ensuite, donc ça c'était la première chose, mais la deuxième chose c'était l'augmentation croissante du nombre de trisomie 21 fécondées à cause de l'âge des mères. Alors je vais vous dire le bilan de l'année 2009 sur le dépistage de la trisomie 21 pour que vous ayez les mêmes frissons dans le dos que moi. 800 000 grossesses, 650 000 femmes qui ont fait le test. Jamais l'innovation technologique n'a pénétré aussi vite le marché français, plutôt rectifié. Ce test est faussement positif 10 fois sur 100. C'est-à-dire que sur 650 000 femmes
qui font le test, il y en a 65 000 qui ont un test positif, ça voulait dire risque de trisomie 21. Et dans ces cas-là, quand il y a un risque de trisomie 21, nous conseillons aux femmes d'aller faire une amniosynthèse. Nous avons fait 65 000 amniosynthèses en France pour suspicion de trisomie 21. L'amniosynthèse nous fait perdre un enfant sur 100 amniosynthèses, un enfant sain. 65 000 amniosynthèses, ça veut dire que nous avons perdu, par fausse couche, liée à l'amniosynthèse, 650 enfants normaux. Alors, je sens votre question à tous. Et combien ce test a permis de découvrir de trisomie 21 dans le même temps? 380. Car les autres ont été détectés autrement. Alors voilà un test qui, appliqué à la population française, nous faisait perdre 2 enfants sains quand on détectait une trisomie 21. Moi, ça me pose question. Ça me pose d'autant plus question que la population française n'a pas été consultée lorsqu'on a passé du diagnostic au dépistage. Cette décision a été une décision économique, peut-être légitime, et celui qui l'a prise, je peux vous dire qu'il a hésité. Je l'ai vu hésiter. Mais le test n'était pas suffisamment bon. Mais l'augmentation des trisomies 21 était trop rapide. La charge pour la nation était trop grande. Et il lui a fallu prendre une décision rapide. Une fausse couche ne coûte rien à l'État. Un trisomique 21 qui naît vivant coûte une fortune. Et on a même pu calculer que le prix d'un trisomique 21 pendant 2 ans de sa vie est équivalent au coût du diagnostic. Donc, diagnostiquer un trisomique 21 dans notre pays coûte ce que coûte 2 ans de sa vie, pas 75 ans. Donc ça vous donne la mesure de ce que j'appelle les enjeux économiques face aux enjeux de la vie. Alors, quel que soit le fondement moral d'un individu, pour moi, lorsque on passe du diagnostic au dépistage, on commet un geste qui concerne la population. Et moi, ma demande, ou plutôt ma critique, c'est qu'on ait fait cela sans que personne ne s'en soit rendu compte. Alors vous pourriez me dire, mais finalement ce n'est qu'une prise de sang, ce dépistage. Est-ce que, en dehors des fausses couches, est-ce que ça fait du mal? Et là, je voudrais vous raconter une petite histoire clinique qui m'est arrivée avec ce test. La catastrophe, parce que, comme aujourd'hui, on en fait 750 000, l'histoire clinique que je vais vous raconter pourrait se multiplier par plusieurs milliers de fois. Un jour, je vois en 1999 une femme qui arrive en larmes au 6e mois de grossesse et qui demande l'interruption de sa grossesse. Qu'est-ce qui se passe? C'est son 3e enfant. Le médecin lui a proposé le dépistage de la trisomie 21. Elle l'a accepté, surtout ce qu'elle faisait. Il y a moins de 10% des femmes qui comprennent ce qu'on propose. Et elle fait le test et il revient positif. Elle retourne voir son médecin qui lui dit « Madame, il y a un risque de trisomie 21, j'aimerais vous faire une amniosynthèse ». Elle l'accepte. On fait l'amniosynthèse et l'amniosynthèse ramène le résultat suivant. Il y a une translocation équilibrée. Qu'est-ce que c'est? Un bout de chromosome s'est détaché du chromosome 13 et s'est fixé sur le chromosome 14. La généticienne fait très bien son travail et lui dit « Madame, sûrement que l'un de vous deux a la même translocation et tout le monde sera rassuré. On fait un cariotype aux 2 parents et manque de chance. Aucun des 2 parents n'est porteur de la dite translocation, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une néomutation. » Et là, à nouveau, la généticienne fait très bien son boulot. Elle lui dit « Ah, dans les néomutations, je ne peux pas totalement vous rassurer. Dans 1 à 2% des cas, quand un bout de chromosome se déplace, il y a une délétion qui accompagne ce déplacement, il manque du chromosome et ça peut donner du handicap mental. » La femme retourne à la maison en disant 1%, ça veut dire qu'il y a 99% qui soit normal. Et moi, je le sens bien bouger, le petit, il va bien. C'était sans compter sur le mari. Mesdames, choisissez bien vos maris, parce que celui-là lui dit « Je te préviens, si tu me ramènes un handicapé, je te largue avec les 3 enfants. » Et puis le médecin traitant s'en mêle et lui dit « Tu sais, si jamais tu mets au monde un enfant handicapé, ça va être terrible, tu ne pourras pas dire que tu ne le savais pas avant. » Et de fait,
Au bout d'1 mois, la femme n'y tient plus et vient demander l'interruption de cette grossesse. Je la vois, je regarde son fœtus, le fœtus normal, et je dis, madame, ce serait bien le diable qui est une anomalie cérébrale et que nous, le sachant et le cherchant, on ne voit aucune anomalie dans l'anatomie du cerveau. Je vous propose de regarder ce cerveau tous les 15 jours, de faire une IRM, et puis si jamais il y a quelque chose qui apparaît, encore autre, alors d'accord, vous suivez. Elle était heureuse, vous n'imaginez pas à quel point. Elle venait pour arrêter sa grossesse, et elle repartait avec son bébé dans le ventre. Et ce qu'on a fait, on l'a promis, on l'a fait, tous les 15 jours, on a vu cette femme. Et on n'a pas vu monter chez elle une angoisse de mort. Son enfant, au lieu d'être un heureux événement, est devenu une menace pour elle, une menace terrible. Et lorsqu'elle a accouché, comme de juste, à 3h du matin, dimanche soir, la sage-femme a été très étonnée du comportement. Elle s'est redressée sur lui, elle s'est mise à hurler. Est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est normale? Ah oui, elle est normale, elle est l'habillée, elle a un peu froid. Puis quand elle revient après l'avoir habillée, est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est normale? La sage-femme lui dit, bon, elle a bien les mamans un peu écartées. Comment? Elle a les mamans écartées? On m'avait pas dit ça à l'échographie. Madame, il y a des gens qui ont les mamans écartées, d'autres qui ont les mamans allongées, ça c'est pas grave du tout, c'est normal. On appelle le pédiatre à 3h du matin, qui retourne le bébé dans tous les sens, qui voit rien d'anormal, et qui continue de faire ce que nous avions fait en prénatal, IRM, scanner, pour tout vérifier. Et moi, je vois arriver les résultats dans le dossier, et je revois cette femme au bout de 6 semaines, j'avais l'impression d'avoir sauvé une vie. J'étais goguenard, alors, tout va bien? Non, monsieur, rien ne va. Qu'est-ce qui va pas? L'enfant pleure tout le temps. Ne riez pas, l'histoire est dramatique. L'enfant pleure tout le temps. Et vous, et moi aussi, je pleure tout le temps. Mais est-ce qu'il boit bien? Est-ce qu'il prend bien son niveau? Non, monsieur, il boit trop. 8 mois plus tard, je reçois une assignation pour comparaître au tribunal, pour avoir empêché cette femme d'interrompre sa grossesse. L'enfant va très bien, mais le rapport avec la mère a été détruit. Il a fallu sortir cet enfant de sa famille. Alors, l'accident est dramatique. Mais quand on regarde sur la ligne, tout le monde a fait son boulot correctement. Et la conséquence, elle est terrible. Et donc pour moi, le fait de dire à une femme, et on dit à toutes les femmes aujourd'hui qui entament une grossesse, on leur dit, madame, vous êtes contente d'être enceinte, toutes mes félicitations, on va tout de suite parler de la trisomie 21 parce qu'il faut en parler au début, pas à la fin. Attendez docteur, j'ai même pas eu le temps de me réjouir de ma grossesse et déjà vous me parlez des malheurs. Ben oui, je suis obligé, moi j'ai une obligation médico-légale, je suis obligé de faire ça. Et donc, on demande à toutes les femmes de France aujourd'hui de formuler ce qu'elles feraient si jamais leur enfant n'était pas tout à fait normal. C'est-à-dire d'avoir une parole de mort sur leur fœtus. Je vais vous dire, j'enseigne la médecine fœtale depuis de très longues années, mais je suis assez content d'être né avant le dépistage prénatal, parce que personne n'a jamais demandé à ma mère de dire si elle me tuerait ou pas, si j'avais un problème. Certes, elle a dû me retourner dans tous les sens à ma naissance, comme je me l'ai mal, sûrement. Et peut-être qu'elle a eu cette angoisse-là, mais elle n'a pas eu besoin de formuler avec sujet et complément le meurtre de son enfant désiré. Eh bien, je pense qu'on va remplir les divans psychanalystes pour dans 20 ans avec ça. Donc on ne sait pas aujourd'hui ce qu'on fait avec ces tests. Ce qu'on sait, c'est le constat objectif que je vous ai dit. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment les gens vivent cette mise en perspective du risque. Et on mesure le risque de trisomie 21, et pas plus tard que la semaine dernière, on estime que le risque est élevé quand il est supérieur à 1 pour 250. Il y a une femme qui se retrouve avec un risque de 1 pour 10 000. Elle était catastrophée. Elle me dit, je pensais que j'avais pas de risque. Et là, vous me dites que j'ai un risque d'un pour 10 000. Elle dit, madame, il y a toujours un risque. Faire un enfant, c'est le plus grand et le plus beau des risques. Ah oui, mais je pensais ne pas avoir de risque. Donc, on est là dans une situation que j'appellerais moi les marchands de risques. C'est-à-dire qu'on crée l'angoisse des femmes, et après, à un grand renfort de médecine et de démonstration, on arrive à peu près parfois à tarir les angoisses, pas toujours, mais je pense qu'il va y avoir
pas mal de conséquences négatives. Donc vous voyez, je remets en question le dépistage prénatal, je le remets d'autant plus en question que je vous annonce les discussions que nous allons avoir dans ce forum dans les années à venir. Figurez-vous qu'il y a maintenant des tests accessibles sur Internet avec une goutte de sang pour savoir le sexe de son enfant à 1 mois de retard de règle. Alors moi je vous le dis tout net, et je le dis au nom de mon équipe, les sages-femmes, les médecins qui travaillent dans mon institution, quand on fait des IVG, c'est souvent la mort dans l'âme. Mais faire des IVG pour des femmes juste parce qu'elles ne veulent pas de ce sexe-là ou de ce sexe-là, il n'y a personne dans mon équipe qui a envie de faire ça. Personne. Et donc, on va se retrouver dans une situation où, comme on ne voudra pas être instrumentalisé par la survenue de nouvelles techniques, eh bien, on va poser des questions aux femmes, donc réduire le degré de liberté, qui est peut-être un peu grand aujourd'hui. Mais ça va nous poser une autre question, et je vous préfigure les choses qu'on va discuter dans les années à venir. On peut choisir le sexe de 2 manières. Le sexe de l'enfant qui va venir. Soit en triant les spermatozoïdes, vous savez que les spermatozoïdes X sont plus lourds que les spermatozoïdes Y, parce que si vous écrivez un X, vous mettez plus d'encre sur le papier que si vous écrivez un Y. Aussi simple que ça. Donc quand on centrifuge, au fond du tube, il y a les spermatozoïdes filles, et à la surface du tube, il y a les spermatozoïdes garçons, et cette technique marche à 98%. Et aux États-Unis, quand on paye bien, on a la possibilité d'avoir le choix du sexe pour le family balancing sur les spermatozoïdes. Là, si vous me demandez ce que je préfère qu'on fasse ça plutôt que des IVG ou plutôt ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Vous savez qu'il manque 120 millions de femmes sur la planète. Il y en a qui les égouillent in utero, il y en a qui les laissent mourir à la naissance parce qu'on ne leur donne pas à manger, etc. Donc si dans le pragmatisme qu'entraîne la bioéthique, j'aurais tendance à vous dire que dans les années à venir, on va vraiment beaucoup discuter de peut-on accepter la demande d'un choix du sexe. Et dans notre pays, ce n'est pas pour avoir des garçons, c'est pour avoir le choix du roi, un garçon et une fille. Eh bien, c'est une question que je ne pensais pas qu'on discuterait un jour. Je peux vous dire qu'on va la discuter. Je quitte le diagnostic et le dépistage prénatal parce que je pourrais en parler et on va faire plusieurs sessions là-dessus. C'est d'une richesse et d'un questionnement incroyable. La vraie question éthique, d'ailleurs, c'est qui décide. Ça peut être la société, ça peut être les docteurs et ça peut être les parents. Voilà une question indécidable. La société qui fera un ananas avec entrée par ordre alphabétique à contre-place qui apportera bec de lièvre du laissera. Le législateur ne s'y est pas trompé, il s'est bien gardé de nous dire quoi que ce soit. Il nous dit mettez-vous ensemble les docteurs pour décider de ça, ne décidez pas ça tout seul. 5 lignes dans la loi. Il y a 20 pages sur l'AMP, il y a 5 lignes sur ce sujet-là, ce qui montre bien que le législateur a senti qu'il s'agissait de quelque chose de compliqué. Mais est-ce que ça peut être les médecins? Est-ce que les médecins ont ce supplément d'âme-là qui leur permettrait d'être les bourreaux d'une société qui lui demande de partir à la chasse des enfants différents qui donnent des handicaps coûteux pour la société? Est-ce que les médecins, est-ce qu'on accepte cette responsabilité-là? Quand on interroge, par exemple, les parlementaires femmes de notre pays, ils disent non, on s'est bourré avec la loi de 94. C'est pas aux médecins de décider pour les femmes. Alors est-ce que ça peut être les parents? C'est la moins mauvaise solution. C'est la moins mauvaise solution, c'est quand même les parents qui vont élever l'enfant. Mais je voudrais vous dire qu'à Strasbourg, sur 700 dossiers de demande d'interruption médicale de grossesse, donc au 2e ou au 3e trimestre, nous avons chaque année 3 dossiers où les parents nous demandent une interruption médicale de grossesse parce qu'il manque un doigt à une main. Et on est au 6e, 7e mois. Les parents ont le droit de tout demander, nous n'avons pas le droit de tout accepter. Et donc parfois c'est une bouffée d'angoisse, parfois c'est des choses qui ont été mal annoncées, mais en tout état de cause, il y a des parents qui ne tolèrent pas la moindre anomalie, et sur des anomalies parfaitement curables, comme le bec de lièvre, nous avons des demandes extrêmement violentes de parents et de grands-parents qui nous menacent de toutes les foudres de la justice si nous n'obtempérons pas, c'est-à-dire si nous n'apportons pas des anomalies qui sont bel et bien curables. Alors, l'aide médicale à la procréation est récente. Jamais il y a
Pourtant, quand on a créé le premier centre à Strasbourg, juste après la naissance d'Amandine, on pensait qu'il y aurait 3% de la population française qui serait issue de ces techniques-là. On pensait que ce serait toujours des cas d'école complètement exceptionnels. Ça n'est plus exceptionnel. Un couple sur 7 est stérile et consulte pour stérilité dans notre vie. D'ailleurs, la stérilité augmente. Des esprits chagrins qui disent que c'est les pesticides, et je n'y crois pas. La stérilité augmente, je vais vous dire pourquoi. À cause des docteurs. Et là, je vais vous parler de quelque chose qu'on appelle la iatrogénèse. La iatrogénèse, c'est la pathologie créée par les médecins. Figurez-vous, mesdames et messieurs, que nous sommes nombreux à penser que plus de 50% des procédures d'aide médicale à la procréation ne sont que des stérilités psychogènes. Et à nouveau, la médecine répare à grands frais ce qu'elle a créé. C'est-à-dire que vous avez vu dans certains hebdomadaires le goémio des centres de FIV. Alors celui qui a le plus de grossesse, c'est pas le meilleur, ne vous bourrez pas. Parce que c'est des gens qui prennent en charge des couples qui sont pas stériles et qui leur font vite un traitement avant que le bébé ne vienne tout seul. Parce que l'intérêt d'un bébé sous la couette pour les docteurs, pas grand. Alors que si on a déployé une technique énorme, eh ben, ça fait marcher le commerce. Et donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de centres qui ont une activité magnifique, parce qu'il n'y a rien de plus simple que de mettre enceinte une femme féconde, confrontée à un homme fécond. C'est même, et c'est de la magie. C'est magique, merci docteur, et c'est la sécurité sociale qui paye. Et donc, nous avons une première conséquence de ces traitements de stérilité qui est l'augmentation de la stérilité dans notre pays. Et il y a deux autres conséquences terribles. La deuxième conséquence, c'est l'augmentation de l'âge des femmes. La femme qui lit dans le journal, la portugaise de 65 ans qui vient d'accoucher de jumeaux, on se dit, oh, ça c'est une bavure médicale. Mais, entre les lignes, elle lit quoi? Peut-être c'est une bavure médicale, mais t'as vu, les médecins, ils peuvent tout. Et nous voyons dans nos consultations de plus en plus de femmes qui arrivent avec le discours suivant. Voilà, j'ai 40 ans, je suis enfin PDG de ma banque, et maintenant ce serait pour faire venir l'enfant qui ne vient pas. Fait quelques tests, madame, votre réserve ovarienne est à 0. Ma réserve ovarienne est à 0, on va sur la Lune et ma réserve ovarienne est à 0, c'est un scandale. Et récemment, je voyais pour un examen prénuptial un couple de 43 ans qui me disait « Et pour l'enfant, on ne se sent pas encore mûr, on va encore attendre. » La vie s'est allongée, mais pas la vie de reproduction. Les gens sont en meilleure forme quand on compare une femme de 40 ans d'aujourd'hui à une femme de 40 ans il y a un demi-siècle. Elles ne se ressemblent pas. Elles sont complètement différentes, y compris physiologiquement. Et donc elles en infèrent que leur fécondité va pouvoir se maintenir aussi longtemps. Alors il y a un épidémiologiste français qui a fait le calcul suivant. 3 chiffres. Il a pris 100 femmes de 30 ans qui désirent un enfant, 100 femmes sans problème, et 100 compagnons sans problème. Et au bout de 4 ans, il a fait le résultat des courses. 91 femmes avaient eu un enfant. Parmi les 9 qui n'en avaient pas eu spontanément, il y en a 4 qui ont rattrapé l'affaire par la fécondation in vitro. Puis il a fait la même expérience à 40 ans. 100 femmes de 40 ans qui veulent faire un enfant, 100 hommes sans problème, et on regarde à 44 ans le résultat des courses. 56 femmes avaient eu un enfant. Et parmi les 44 qui restaient, 7 avaient rattrapé l'affaire avec la fécondation in vitro. Les gens qui s'imaginent que les médecins peuvent tout, eh bien non. Nous ne pouvons pas lutter contre le vieillissement ovarien. Nous ne savons pas lutter, sauf à prendre les ovules d'une autre femme. Deuxième conséquence, la troisième conséquence terrible qu'on est en train de minimiser dans notre pays, c'est que quand on fait un bébé sous la couette, on a un risque de 1% de grossesse gémellaire. Eh bien, mais pourquoi ça risque? C'est un bonheur. Ben non, c'est pas un bonheur. Pas un bonheur. Quand on fait un bébé en fécondation in vitro dans cette technique-là, c'est de l'ordre de 25% le risque de grossesse gémellaire. Pourquoi c'est pas un bonheur? Alors
les femmes qui attendent un bébé depuis 10 ans et à qui vous annoncez qu'elles attendent des jumeaux, elles peuvent, si elles pouvaient vous embrasser sur les deux joues, elles le feraient. Sauf que si on leur donnait les vraies informations, qu'on hésite à leur donner une fois qu'elles ont la grossesse gémellaire dans le ventre, le risque du handicap cérébral d'un singleton, un enfant unique, est de 6 pour 1000 naissances. Le risque de handicap cérébral par enfant dans une gémellaire est de 16 pour 1000. Et le risque de handicap cérébral par enfant dans une grossesse triple, c'est 66 pour 1000. Ce qui veut dire qu'on troque la souffrance d'un couple qui ne peut pas avoir d'enfant par la souffrance de voir les deux petits dans des boîtes en train d'être réanimés avec tous les risques de la réanimation. Et que croyez-vous qu'il arrivera? Le handicap cérébral est remonté en fréquence dans notre pays à cause de l'augmentation de la prématurité liée au traitement de stérilité. Alors c'est pourquoi dans mon équipe et avec l'accord de tous les médecins qui y participent, on a littéralement interdit de remettre 2 embryons dans l'utérus d'une femme. On commence d'abord par en remettre un, et il y a bien sûr des exceptions à cette règle, mais la Belgique a imposé ça dans sa loi. Ils ont fait des économies incroyables par l'économie du handicap cérébral, dont vous savez qu'il est extrêmement coûteux, sans compter la souffrance des gens. Alors si on distingue en AMP, pour la clarté de mon exposé, je vais distinguer 4 étages dans la maison. Et chaque fois, aller regarder côté jardin et côté cour. 4 étages techniques de plus en plus compliqués, mais aussi éthiquement de plus en plus compliqués. Au premier étage, il y a toutes les techniques qui permettent à un couple qui n'arrive pas d'y arriver. Je prends un exemple, une femme a les 2 troncs couchés, les spermatozoïdes ne peuvent pas rejoindre les ovules, on prend les spermatozoïdes, on prend les ovules, on les fait se rencontrer, on a pallié à une fonction, la fonction tubaire défaillante, c'est le rôle de la médecine, et on obtient des grossesses là où quand j'étais interne, on ne pouvait pas en obtenir. Du côté jardin, les roses sont roses. Mais je vous propose de ne pas rester du côté jardin et de traverser pour regarder dans la cour ce qui s'y passe. Et là, dans la cour, à ce premier niveau, il y a déjà des gros problèmes qui se posent. Et le premier problème a été évoqué par le ministre Philippe Richert tout à l'heure. C'est celui des embryons surnuméraires. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu que vous aimez bien les cas cliniques. Une femme qui est en consultation dit « Bonjour docteur, j'ai 39 ans. J'ai rencontré mon mari à 37 ans et c'est une énorme histoire d'amour. Mais il avait 0 spermatozoïde dans son sperme et une forme de stérilité qui faisait qu'on pouvait penser qu'en lui enlevant un bout de testicule, on pourrait trouver quelques spermatozoïdes vivants dedans. Mais comme il avait des petits testicules, on savait que ça allait lui donner des problèmes d'érection. Et il a accepté, tant c'était important pour lui de donner le jour à un enfant. On lui a pris un bout de testicule, et effectivement, il a eu des problèmes d'érection après. Et il y avait 10 spermatozoïdes vivants dans son testicule, plus d'ovocytes que spermatozoïdes. On a fécondé 10 ovocytes, et on a obtenu 4 embryons. Et voilà, on a réinventé un embryon, puis un deuxième, ça n'a pas marché, alors on s'est dit, on va se calmer un peu, et on va partir en vacances, on est tous les deux des grands skieurs. Et en haut du glacier d'Argentière, mon mari a raté un virage. Il a fait une chute de 500 mètres et il est mort, sur le coup. Alors voilà, docteur, vous imaginez pourquoi je viens. Le frère de mon mari lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. J'aurais pu prendre la carte d'identité de mon beau-frère et venir vous demander les embryons restants. Mais je ne veux pas vous tromper. Qui peut me dire ce que j'ai à faire de ces embryons? L'État? Mais de quel droit? Qui peut me dire ce qui est bien dans ma situation? Personne n'a pu me dire. Je dis, madame, la loi m'oblige à vous répondre que je n'ai que 2 solutions. Soit de jeter les embryons, soit que vous les donniez à une autre femme. Ce que j'appelle, moi, une réponse concède. Voilà une belle question bioéthique. Notre État a pris la décision de dire pas d'embryon orphelin. Un enfant n'est pas une perturbation. Tout ceci est vrai. Mais au bout du bout, après une psychothérapie, après avoir passé un petit peu de temps, si la femme nous dit au bout du bout, laissez-moi décider, je pense qu'il faut l'écouter. Alors vous voyez, ça c'est une première conséquence de
le stop pause qu'on peut faire dans la fécondation. Quand on fait l'amour dans son lit, en 5 secondes, les spermatozoïdes sont autour des ovules, en quelques minutes, la fécondation est faite, et il n'y a pas de touche pause. On ne peut pas arrêter le film. Quand on va en fécondation in vitro, il y a plein de moments où on peut arrêter le film. Et ça pose d'énormes problèmes. Autre problème de la fécondation in vitro à ce premier niveau, c'est que ces traitements ne sont pas anodins. On se demande toujours, sans en avoir la preuve, de savoir si les traitements hormonaux que nous administrons aux femmes n'ont pas des conséquences délétères. C'est pour ça que nous refusons quand il y a une situation où les chances de succès sont trop faibles. Alors, je vous propose de ne pas nous attarder à ce premier étage, où il y a d'autres effets délétères, mais de monter un étage. Au second, il y a toutes les situations où l'un des deux n'a pas de gamètes. Soit l'homme n'a pas de spermatozoïde, soit la femme n'a pas d'ovule. Depuis 40 ans, il y a 50 000 hommes, il y en a peut-être parmi nous, 50 000 hommes et femmes, qui sont nés issus de ces techniques de don de sperme. Mais maintenant, ils commencent à avoir 30, 35 ans et ils montent sur les estrades. Certains d'entre eux, pas tous. Beaucoup portent leur souffrance assez silencieusement. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, ceux qui souffrent? Ils nous disent, vous, docteur, vous avez la chance d'être issu d'une femme et d'un homme. Et moi, je suis issu d'une femme et d'un matériau. Eh bien, c'est invivable, je le vis mal. Comment se fait-il que même pour les cancers, au dernier stade, vous donnez toutes les informations, c'est la loi droit des patients, vous donnez toutes les informations aux gens, et moi, derrière cette porte, il y a des informations qui m'intéressent, je ne cherche pas un père, disent-ils, je cherche des éléments de ma biographie. Je veux savoir la tronche qu'il a, celui qui a donné pour moi ce jour-là. Je vais aller boire une bière avec lui et lui demander pourquoi ce jour-là il allait donner. Moi, j'ai besoin de savoir. Il ne me dit pas ce que j'ai à faire. Moi, j'ai besoin de savoir. Et la France a quand même renouvelé l'anonymat des donneurs en écoutant les directeurs de banque de sperme, conflit d'intérêt, parce que les directeurs de banque de sperme, ils sont arrivés devant le législateur, ils ont dit attendez, on va fermer les banques. Entre nous, ça dit, c'est pas la peine de les cambrioler, les banques de sperme, il n'y a pas beaucoup de dons, il y a 400 donneurs par an dans notre pays. Mais, tout de même, pourquoi interroger les gens qui ont eu une réponse utilitariste, c'est-à-dire qu'on s'en fout de fermer des banques de sperme. L'essentiel, c'est de se poser des questions sur l'état des enfants que nous avons. Alors, la règle de la gratuité, je la valide totalement. Notre pays n'est pas habitué à acheter les produits du corps humain. D'ailleurs, un des sujets qu'on abordera l'année prochaine. Mais la règle de l'anonymat, elle était bonne dans les années 70 lorsqu'elle a été instaurée. Et elle a été instaurée par Georges David, qui était un transfuseur. Dans la transfusion, il y a un donneur, il y a un receveur. Mais dans le don de gamètes, il y a un donneur, un receveur et un petit. Et les petits, maintenant, ils sont là, et ils nous disent à donneur. Ça ne va pas. Et la Cour européenne des droits de l'homme risque de nous condamner pour non-transparence, considère que c'est un droit de l'homme que d'avoir accès à ses origines. Non pas quand on a été fait au lit, mais quand on a été fait par une médiation médicale. C'est-à-dire que les médecins se doivent d'avoir une transparence sur cette question. Je pense que cette question devra être reprise et revue, parce que, non pas pour revoir les donneurs d'avant, ceux qui ont donné dans l'anonymat, hors de question de discuter, mais pour revoir les choses à l'avenir. Et c'est vrai que dans les années 70, la famille française, c'était papa, maman, l'enfant, et si monsieur est stérile, ni vu ni connu, parce qu'on confondait beaucoup stérilité masculine et impuissance. Les parents, d'ailleurs, ne disaient pas qu'ils avaient bénéficié d'un don sperme. Il y en avait 10% qui disaient à leur enfant, alors qu'aujourd'hui, il y en a 80% qui révèlent le don sperme à leur enfant. Donc aujourd'hui, autour des enfants, dans les familles recomposées, il y a plein d'adultes. On n'est plus dans la famille à trois. On n'est plus là à faire comme si, tout à l'heure dans la session précédente, quelqu'un évoquait le fait que dans les dons sperme, on cherche à apparier le donneur avec le receveur, couleur des cheveux, la taille, etc. Mais c'est pour tromper qui? Alors donc, il y a
là un vrai gros problème. Mais il y a un autre problème. Qui sont les donneurs? La moitié d'entre eux sont des gens qui estiment qu'ils sont beaux, intelligents, et que c'est dommage qu'ils ne fassent que deux petits. Donc, ils ont envie d'essayer. Bon, on dirait, le sperme, on le prend d'où il vient, c'est pas trop grave. Mais il y en a pas mal qui, aujourd'hui, nous disent qu'ils ont une vraie fixette là-dessus. Ils disent, quand je suis au supermarché, que je vois les gens descendre sur l'escalator, moi je monte. Pratiquement chaque fois que j'y vais, les gens qui descendent, je me dis, oh, celui-là, ça vient à moi, c'est sûrement à moi. Et ils font une véritable névrose parce qu'on ne leur a pas donné d'informations. Et ceci se passe aussi entre frères et sœurs issus d'un don. Ils sont constamment en train de chercher qui leur ressemble. Et donc je pense que nous faisons plus de mal que nous le savons, parce que beaucoup de ces souffrances sont tues et personne ne nous les dit. Il y a deux autres sujets extrêmement importants que je ne vais pas développer devant vous, simplement les effleurer pour que vous en sentiez la mesure. C'est l'homoparentalité et la grossesse pour autrui. Chacun en entraînant une rencontre avec des spécialistes de la question pour que vous puissiez mieux comprendre ces sujets. Dans les deux sujets, homoparentalité et grossesse pour autrui, il y a un spectre des demandes extrêmement vaste. À main gauche, des demandes totalement légitimes, à main droite, des demandes totalement illégitimes. Je vais juste prendre un exemple dans chacune. L'exemple légitime, une patiente de 28 ans qui a perdu un enfant au cours d'un accouchement extrêmement difficile et perdu son utérus avant de mourir. Elle vient un an plus tard en disant « J'ai mes ovaires, mon mari a son sperme. Nous gagnons tous les deux le SMIC. » Et il y a une troisième personne qui est avec le couple. Et elle se présente « Monsieur, je suis la patronne de madame. J'ai 35 ans et 2 enfants. Ce qui est arrivé à mon employé, c'est une injustice terrible. Je vais porter l'enfant pour elle. Il ne me dit pas que c'est pour l'argent. C'est pas pour l'argent. C'est par solidarité féminine. Moi, je vais porter son enfant. Je dis, mais madame, moi, je n'ai pas le droit. Mais vous voulez que je vous dise, la demande ne me paraît pas immorale. Que 3 adultes consentants, non vulnérables, fassent ensemble un projet de cette nature, et elle est enceinte, la patronne. Pas chez moi, bien entendu, sans s'agir en prison, mais à Londres. Parce qu'elle a de l'argent. Ça coûte 50 000 € à Londres. Mais à Londres. Et elle vient pour ses échographies, et elle me dit en s'installant sur le divan, j'espère qu'elle est normale, hein, c'est pas le mien. Et puis les 2 enfants, ils attendent, hein, parce qu'ils savent que c'est pas leur petit frère, pas leur petite sœur. Et debout à côté d'elle, il y a là l'employé qui caresse doucement le ventre de sa patronne en pleurant sur les larmes de son corps. Et la patronne me dit, je suis une marraine, monsieur. Je suis même une super marraine. Je leur rends un service inouï et je suis fier du service que je leur rends. Eh bien, mesdames et messieurs, la générosité entre femmes existe, je l'ai rencontrée. Et je pense que tout interdire, toujours, dans cette circonstance, est moins intelligent que de dire, au cas par cas, oui dans telle circonstance et non dans telle autre. Telle autre, c'est quoi? C'est une marchande de chaussures de chez Michael qui me dit, moi, j'ai de l'argent. Je paye une plaque de San Francisco 2 fois plus cher pour que surtout j'en entende plus parler après, parce que j'ai pas envie de porter l'enfant. Ça va me faire des verges. Alors entre ces 2 projets, bien entendu, il y en a un qui est noir, l'autre qui est blanc, puis il y a du gris au milieu. Et pour les homosexuels, c'est la même chose. Il n'y a pas si longtemps, je vois un couple de femmes, profs de faculté ici à Strasbourg, ensemble depuis 10 ans. Monsieur, nous avons pris la décision difficile de faire toutes les 2 un enfant. On a besoin de votre aide. Je n'ai pas le droit de vous aider. Ah, dommage. Parce que pourquoi vous ne nous aidez pas? C'est la loi. Mais la loi, elle est fondée sur quoi? La protection des enfants. Vous voulez rire, monsieur le professeur? Vous voulez rire? Comment vous pouvez dire un truc? Alors vous voulez dire que nous, on ne sera pas d'aussi bons parents que des hétérosexuels qui ont fait leur enfant dans une nuit d'ivresse? Ben non, je ne peux pas leur dire. Puis quand on regarde la littérature médicale, il y a 1000 publications qui étudient l'état de santé mentale des enfants élevés à San Francisco par 2 parents du même sexe.
Je veux bien que la 1001e publication dise le contraire des 1000 premières, mais les 1000 premières disent il n'y a pas plus de suicide, il n'y a pas plus de troubles psychiatriques, il n'y a pas plus d'addiction, il n'y a pas plus d'homosexualité parmi ces enfants élevés par un couple de même sexe. Donc, on ne peut pas se cacher derrière notre petit mot en disant, dans l'intérêt des enfants, vous savez de quoi souffrent les enfants d'homosexuels? D'être stigmatisés à l'école par les autres, ça qui souffre de l'homophobie de notre société. Et les homosexuels nous disent, moi je paye mes impôts, donc ce centre d'AMP qui est gratuit là, de quel droit on me dit que moi j'ai pas le droit d'y aller? De quel droit? Alors la France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'une institutrice de Dijon, célibataire, mais vivante avec une amie, avait oublié de cacher les brosses à dents dans sa salle de bain quand il y a eu l'inspection de la DAS. On a découvert qu'elle était homosexuelle et on a refusé le droit d'adopter. La France a été condamnée pour ça. Nous avons une assez ancienne homophobie, une stigmatisation. Dans le temps, pourquoi on a stigmatisé les homosexuels? C'était parce qu'ils ne participaient pas du grand projet de l'humanité qui est de se reproduire. Et maintenant, on ne dit pas qu'ils veulent se reproduire comme les autres. Et maintenant, on les en empêche. Il y a là quelque chose de pas tout à fait raisonnable. Et j'aurais tendance, pour les homosexuels comme pour les grossesses pour autrui, de dire créons des comités de la parentalité dans toutes les grandes régions de France, allez, 15 régions, 15 comités de la parentalité, et demandons-leur, moitié homme, moitié femme, moitié professionnel, moitié non professionnel, on sait faire des comités en France, et demandons-leur d'étudier les demandes pendant un an. 3 types de demandes. Les demandes d'adoption, je vous ferai remarquer que l'adoption, il n'y a que les assistantes sociales qui sont sur ce sujet. Et parfois elles ont du mal. Et vous avez vu les échecs de l'adoption avec des enfants qui sont abandonnés à répétition. Je prétends qu'il faut les aider, les assistantes sociales. Mettre des psychanalystes pour les aider, voir s'il y a la place dans la tête des parents adoptifs pour l'enfant à venir. Donc, les adoptions, les demandes de grossesse pour autrui et les demandes d'homoparentalité étudiées pendant un an au comité de la parentalité qui donnera un avis à un comité national pour dire oui ou non. Je vais vous dire, même si on acceptait une demande sur 100, je trouve que ce serait plus intelligent et honorable pour notre pays de ne plus nous situer dans le tout il est interdit. Parce que je vais vous dire ce qui donne le tout il est interdit. Ah, on est propre sur nous dans la déventure. Hein. Mais dans le backroom, c'est l'hyperlibéralisme qui règne. Allez sur Internet, faites mère porteuse, vous trouvez une flopée d'étudiantes pour 15 000 € qui vous portent votre enfant. Alors, on va à Londres si on a de l'argent. Si on a moins d'argent, on va en Ukraine, dans des conditions que je ne vous dis pas. Et si on a encore moins d'argent, il y a un Formule 1 New Delhi où il y a des Indiennes qui portent des petits Français en batterie pour 300 € la grossesse. Donc moi je dis, regardons ce que nous avons fait avec nos lois. C'est bien de vouloir éviter l'esclavage, que les pauvres portent pas les riches, tout ça, je suis d'accord. Mais ma demande, le citoyen disant, il demande quelle valeur protège-t-on en interdisant la grossesse pour autrui de 750 000 € d'amende et de 3 ans de prison pour celui qui l'a fait quand même. C'est pas un petit interdit, hein. C'est un interdit renforcé. C'est un vrai gros interdit. Alors, je pose la question, et figurez-vous, je l'ai posée au Conseil d'État. On m'avait invité, j'ai posé, il y avait 60 au fond du Conseil d'État, et puis c'était dirigé par M. Philippe Bas. J'ai terminé en disant, je demande, quelles sont les valeurs qu'on protège en interdisant la grossesse pour autrui, toujours, tout le temps, sans discuter? Réponse, monsieur, nous savons les valeurs que nous protégeons. Ce que j'appelle une réponse paternaliste et autoritaire. D'ailleurs, il y a 2 sujets qui n'ont pas été mis au Parlement à la dernière révision de la loi bioéthique, les grossesses pour autrui et l'anonymat des dons de gamètes. Il y a eu de la discussion en commission et il n'y a pas eu de vote là-dessus. Ce qui fait que je pense que c'est dangereux. Je ne jette pas la pierre aux politiques parce que le métier de politique est un métier vraiment difficile. Et je serai le dernier à jeter la pierre. Mais je pense très clairement que la bioéthique, c'est une machine à perdre des voix. Et que si on ne peut pas discuter de ces sujets, là c'est mieux.
C'est pour ça qu'ils ont essayé de ne plus revoir la loi de bioéthique. J'ai dit, attendez, ça c'est scandaleux. Juste, il faut la revoir. Laissez les Français discuter là-dessus. Qu'on revoie, ah non, on la reverra quand ils auront. Non. Il faut qu'on la revoie. Finalement, on la revoit tous les 7 ans, et c'est bien ainsi. Et il faut faire des états généraux de la bioéthique, c'est-à-dire laisser les Français s'approcher de ces données, les laisser humer la complexité, les laisser déplisser la complexité de ces questions, pour qu'ils puissent chacun, en fonction de leurs valeurs, se faire une idée. Je vous propose de monter encore d'un étage. Au 3e étage, il y a la rencontre du diagnostic génétique avec l'aide médicale à la procréation. Ça s'appelle diagnostic préimplantatoire. Qui demande un diagnostic préimplantatoire? Je vous le dis tout de suite, on en fait 250 en France, donc on ne s'affole pas là-dessus. Mais qui demande un diagnostic préimplantatoire? Je vais vous dire la dernière histoire d'une femme que nous avons pris à Strasbourg, puisqu'il y a 3 centres qui peuvent prendre en charge le diagnostic préimplantatoire, Montpellier, Paris et Strasbourg. C'est une femme qui se marie et qui fait un petit. Et au bout d'1 an, on voit que le petit a du mal à fermer les paupières et parfois a des difficultés respiratoires. On l'amène chez le pédiatre qui fait tout de suite un test et découvre une myopathie de Duchenne de Bourgogne, qui est une maladie des muscles, une maladie génétique due à une faute d'orthographe dans l'ADN quelque part, qui fait que l'enfant finit par mourir entre l'âge de 9 et 10 ans, mais entre-temps, il aura vécu un calvaire. La mère s'arrête de travailler pour s'occuper nocturnement de son petit, qui fait l'objet de tous ses soins. Mais ils savent désormais, ce couple, qu'à chaque enfant, ils ont 25% de chance d'avoir un enfant atteint, mais ils se disent, mais on a aussi 75% de chance d'avoir un enfant sain. Et ils refont un enfant sous la boîte. Et ils viennent me demander si l'enfant qui est en route est malade ou s'il n'est pas malade. On fait une synthèse et manque de bol. L'enfant est à nouveau malade. Et là, la femme devient blême et nous dit, je ne peux pas assumer un 2e enfant qui a ça. Je ne peux pas. Ça va me faire mourir. S'il vous plaît, avortez-moi. On l'avorte et elle vient de me dire après, savez-vous, vous avez accepté de m'avorter, c'est vrai que c'était maintenant, mais c'est vrai que je ne pouvais pas. Mais vous m'avez arraché la moitié du cerveau le jour où vous m'avez avorté, parce que cet enfant, je l'avais désiré. C'est pas une IVG, hein. Je l'avais désiré. Je lui avais transmis une tare et j'avais décidé de sa mort. La culpabilité est monstrueuse. Plus jamais ne me demander. Plutôt je fais plus d'enfants, plutôt que de recommencer ça. Faites-moi un diagnostic préimplantatoire. Qu'est-ce que c'est? Au lieu de faire l'enfant sous la couette, parce que là c'est des couples normalement féconds, on prend les spermatozoïdes, on prend les ovules, on injecte les spermatozoïdes dans les ovules, et au 3e jour, on a un embryon qui a 8 cellules. On fait un trou dans la coque de l'embryon au microscope, parce que l'embryon humain n'est pas visible à l'œil nu au 3e jour. Et on aspire 2 cellules sur les 8. Et sur ces 2 cellules, à toute vitesse, on vient chercher la faute d'orthographe dans l'ADN. Les embryons dont les 2 cellules ont la faute d'orthographe, c'est des futurs malades, on ne les réimplante pas. Et les embryons dont les 2 cellules ne montrent pas la faute d'orthographe de la myopathie de Duchenne de Bourgogne, on peut les réimplanter. Là, ça nous évite des IMG. Il n'y a que M. Testard qui a critiqué le diagnostic préimplantatoire en disant qu'il vaut mieux que ce soit la souffrance des femmes qui en décide. Il n'y a que lui qui a écrit dans Le Monde que ça va déraper et qu'on va se retrouver avec des gens qu'on va sélectionner sur leur intelligence et leurs yeux bleus, alors qu'il sait que ce ne sera jamais possible. Donc au diagnostic préimplantatoire côté jardin, les roses sont roses. Je vous propose de passer côté court. Y a-t-il un côté court au diagnostic préimplantatoire? Oui, la moitié des diagnostics préimplantatoires en Europe sont faits pour le choix du sexe. Les médecins ne sont pas meilleurs que la société qui les sécrète. Société de l'argent, médecins de l'argent. Il y a plein de pays en Europe, pas la France, où quand on met suffisamment d'argent sur la table, on peut avoir un choix du sexe en diagnostic préimplantatoire. Et je ne considère pas le mal appelé bébé médicament comme un côté court, parce que d'abord il n'y a eu qu'un seul cas en France. Je pense que ces bébés du double espoir, il y a une légitimité éthique, mais on y reviendra dans la discussion sur ce sujet. Mais sachez qu'on nous demande aujourd'hui, pour un enfant qui a une leucémie, donc pas une maladie génétique, et qui risque de mourir, qui est en rémission, il y a des parents qui viennent nous demander un diagnostic préimplantatoire pour que l'enfant suivant soit compatible avec son aîné
pour qu'en cas de récidive, on ait une greffe de moelle à lui proposer à partir de son corps. Et là, on a dérapé. Bien sûr, c'est interdit par la loi de la France. Mais vous voyez que l'instrumentalisation n'est pas loin. On flirte toujours avec l'instrumentalisation et que c'est pourquoi il nous faut toujours redéfinir ce qu'est se reproduire et ce qu'est produire de l'humain. Dès qu'on est dans le produire de l'humain, il faut tourner les talons. Je vous propose de monter au 4e étage qui est en construction, il y a que les baguettes. C'est le clonage reproductif. C'est pas parce qu'on ne sait pas encore le faire qu'il ne faut pas discuter préalablement de ce que ça va donner. Alors la France a écrit dans sa loi que le clonage reproductif est un crime contre l'espèce humaine. Ce qui fait marrer pas mal de philosophes qui disent enfin, comment en France le fait de donner le jour à un enfant peut être appelé un crime contre-sens philosophique. On a mis ça dans la loi, c'est sûrement un petit peu excessif. Qui demande le clonage reproductif? 3 catégories de personnes. D'abord, il y a Raël, qui est tellement beaucoup intelligente, c'est dommage qu'on n'en fasse pas une centaine. On peut se marrer et pousser ça du coin de la main, c'est pas important, c'est juste pour rigoler. Mais aux États-Unis, il y a un marché de plusieurs milliards de dollars de parents qui souhaiteraient avoir le même enfant que celui qui est mort d'un accident de la route. Ça ne me dérange pas pour les chiens et pour les chats, ça me dérange pour les humains. Et quand il y a un marché de plusieurs milliards de dollars, je peux vous dire qu'il y a des équipes qui travaillent. Alors pour l'instant, ça n'a pas marché, il n'y a eu que des fausses annonces. Mais si ça marche un jour, au nom de quoi faut-il refuser? Alors il y a une 3e catégorie, pardonnez-moi, une 3e catégorie intéressante. Il y a des cultures où la filiation paternelle a une énorme importance. Il y a des cultures où si l'enfant n'est pas de son père, c'est un bâtard. Nombreuses les cultures à la surface de la planète qui accordent le statut de bâtard à un enfant qui ne serait pas de son père. Et dans ces cultures, si vous proposez le choix entre prendre un spermatozoïde venu d'ailleurs ou prendre une cellule de peau du monsieur, moi je peux vous dire la réponse. Cellule de peau. Parce que c'est pas marqué dans la Bible, tu ne cloneras point, c'est une omission qui est oubliée. Eh bien il faut nous l'écrire. Il faut écrire la morale laïque de demain, c'est-à-dire écrire que oui, il faut interdire le clonage reproductif. Pourquoi? Au nom d'une simple notion de morale. Beaucoup de gens aimeraient être le premier cloneur, personne n'aimerait être le premier cloné. Donc ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Un dictateur qui voudrait cloner, il a mieux à faire en clonant psychologiquement des armées de tueurs clonés psychologiquement, il n'y a pas besoin d'en passer par la biologie pour ça. Et donc pour moi, si demain, en Corée du Sud, ils se mettaient à cloner des êtres humains, loin d'entamer la diversité de l'espèce humaine, ça l'enrichirait. Je pense que quand on a écrit dans la loi de la France que c'est un crime contre l'espèce humaine, on avait une arrière-pensée, c'était de traduire devant un tribunal pénal international tous ceux qui le feraient n'importe où sur la planète. Encore une fois, les pieds dans le fumier, nous donnons une leçon à toute la planète. C'est un peu anthropocentrique comme ethnocentrique. Nous, on sait ce qui est bien pour l'humanité et on dit à toute la planète entière, toute notre culture, tu ne cloneras point. Je pense qu'il faut le dire, je pense qu'il faut l'interdire ici et chez nous, mais pas de manière, pas avec le salmigondis métaphysico-philosophique. Alors au total, quelle différence y a-t-il entre produire de l'humain et se reproduire? Eh bien, produire de l'humain, l'exemple type, et je vais terminer là-dessus, c'est Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Les bébés sont en batterie dans des couveuses et on met moins d'oxygène aux bébés qui vont devenir des omégas pour que faire le ménage, ça les dérange moins. Produit de l'humain. Alors, j'ai été chercher dans la science-fiction, mais croyez-moi, on a des exemples où on est dans la production de l'humain d'ores et déjà. Donc pour moi, se reproduire, ça veut dire avoir un projet parental. Number one. Deuxièmement, de la place dans la tête pour adopter l'enfant. Vous savez que pour les pères, c'est une adoption, mais pour les mères aussi. On ne le sait pas trop, mais il y a qu'à regarder les femmes en déni de grossesse pour adopter l'enfant. Donc, avoir de la place dans la tête. Avoir une origine claire. Et la place de la biologie, pour moi, vient perturber aujourd'hui cette origine parce qu'on a créé des lois un peu bourgeoises pour maintenir la présence fictive du père alors que c'est un donneur qui... Et
faut qu'on ait devant nous une clarté des projets qui sont mis en œuvre. Je vais vous donner un exemple de produire de l'humain. Pas si longtemps, un couple de femmes téléphone de Metz en disant on veut savoir si ça vaut le coup de venir vous voir. Est-ce que vous avez... Voilà, j'ai quitté mon mari et mes enfants pour me mettre avec ma copine. Et on voudrait que vous preniez mes ovules, que vous les fécondiez avec un spermatozoïde venu d'ailleurs, et que vous réimplantiez des embryons à ma copine. Expliquez-moi la philosophie de l'affaire. Ben, c'est simple, docteur. Nous voulons que l'enfant soit un peu de nous deux femmes. Ça, c'est un projet d'homophiliation. C'est un mensonge institutionnel. C'est l'absence de clarté dans le langage des parents qui va s'établir. Je n'aurais pas voulu qu'on me laisse croire en tant qu'enfant que j'étais issu de deux femmes. Je pense qu'on a des raisons rationnelles de nous opposer à l'homophiliation. Pas à l'homoparentalité, il existe 40 000 enfants qui vivent chez des homosexuels, mais à l'homophiliation, oui. Et donc, pour moi, est-ce que nous sommes à risque? La réponse est oui, à cause du marché. Le marché est susceptible d'emporter tout. Et je préfère infiniment que les décisions des Français soient écoutées, que le peuple puisse donner son avis, que son avis soit traduit dans la loi. Le rôle des parlementaires de faire une moyenne, c'est pas très facile. Mais que cette loi puisse être évolutive parce que les valeurs de la France bougent. Et que nous soyons dans une situation où on s'honore du fait qu'il y ait des rencontres comme celle-là, où le public qui s'intéresse à ces questions puisse venir questionner les chercheurs, leur demander qu'est-ce qui se passe dans vos éprouvettes, et c'est nous qu'on décide, c'est pas vous parce que vous avez des conflits d'intérêts. Et donc c'est au public de s'approcher de ces sujets, de les faire siens, et de se mêler du débat public sur cette question. Il se mêle du débat public en écologie, il se mêle du débat public pour le AAA, et bien là, il s'agit du monde de nos enfants. Ça a de l'importance, le monde de nos enfants. Aucun d'entre nous n'a envie de le voir, de voir nos enfants être réifiés et tomber dans les règles du marché mondial. Et donc la seule manière que je vois, c'est la pédagogie et l'enseignement et la communication et le partage. Merci de votre attention. Merci à vous de votre patience. Alors, le débat se poursuit dans quelques minutes. Alors ici, autour du film Bienvenue à l'UTACA, d'abord une projection qui est le débat. Et puis nous allons reprendre demain dès 10h avec le forum.